Eh bien, salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 7 mai 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui. On commence par Trump qui nous promet une très grande annonce avant lundi. L'annonce est aussi positive et énorme que possible. Alors j'espère qu'elle sera peut-être pas énorme non plus parce qu'en général ce qui est énorme, ça peut faire mal là où je pense. On verra ce que nous vend ce petit Trump. Du côté de Tether, on a Tether AI qui va être lancé. Bon, blablabla, c'est des mots jolis pour dire ok les gars, on est Tether, on a un max de tunas, on se lance sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous allez nous faire? Je sais pas si on en reparlera sur la chaîne YouTube, s'il y a des choses à dire, hein, pourquoi pas. Probablement, vu que a priori il y aura des paiements faisables en USDT et en Bitcoin autour de tout ça. Curieux de voir ce que ça pourrait donner l'intelligence artificielle de Tether. On va parler un petit peu de Bitcoin et on va commencer par quelque chose de rigolo. Riot Platforms, c'est des mineurs. Voilà, alors ça s'appelle Riot Platforms, mais il me semble qu'à l'époque ça s'appelait Riot Mining. Donc Riot Mining, Riot Platforms, peu importe. Ils ont vendu des bitcoins. Ils ont vendu 475 bitcoins en avril et sur leur rapport, sur ce même mois, ils ont produit 463 bitcoins. Donc déjà, bon, ça la fout un peu mal, ils ont vendu plus qu'ils ont miné sur ce mois, donc c'était pas un mois terrible pour eux, mais surtout, eh ben, ils ont pas mal de bitcoins, mais c'est pas que des bitcoins qu'ils ont minés. Il y a une réponse sous le post d'origine de Riot qui m'a rappelé ça, mais Riot, ils avaient émis de la dette pour acheter du bitcoin, et fun fact, quand ils l'ont fait, le bitcoin était plus cher qu'aujourd'hui, a priori. Donc, bon, c'est quand même cocasse qu'ils lèvent de la dette pour acheter du bitcoin et qu'on les voit en revendre un tout petit peu après. Tout le monde n'est pas stratégie, évidemment, la transition était toute trouvée, hein. Stratégie qui continue d'accumuler. Ils en sont où là? 555 450 bitcoins, ils se rapprochent de Satoshi. Bon, un classique encore de chez Strategy. On a la version Solana de Strategy. Alors c'est pas eux, c'est une autre boîte qui s'appelle DeFi Development Corp. Mais on a aussi Sol Strategy. D'ailleurs, il me semble que j'avais vu une news, c'était pas Sol Strategy qui est devenu DeFi Dev Corp machin truc. Bon, je sais pas. En tout cas, j'ai vu ces deux news, deux entités qui accumulent du Solana. Voilà, ils font un petit peu la méthode MicroStrategy mais sur Solana. Donc DeFi Dev Corp, ils ont acheté 82 000 tokens Solana pour 11 millions de dollars. Ils en sont à 400 000 Solana. Et Sol Strategy, ils en ont acheté 122 000. Voilà, ils posent les balls sur la table. Personnellement, je suis pas hyper fan de Solana. Mais bon, mine de rien, force est de constater que quand on regarde depuis 2022, on va dire, bon, même si forcément il est tombé très très bas dans le bear market de 2022, il a quand même fait une sacrée remontada. Après, je me méfie quand même un petit peu de Solana parce que Ethereum, bah, si on prend le cycle d'avant, en 2019-2018, il était tombé super bas, il était tombé à moins de 100 balles, et il est remonté à plus de 4000 dollars. Donc, j'ai quand même la sensation que Solana, il a fait un peu la même chose qu'Ethereum. Vous voyez, en 2022, il a pris cher, il a vécu un bear market d'enfer, et depuis début 2023, bah ça se passe plutôt bien sur Solana. Et on verra, peut-être que il va continuer de bien s'apprécier, qu'il va peut-être enterrer Ethereum, qui sait, sur le long terme. Mais je me méfie quand même. Je me demande si ça pourrait pas nous faire une Ethereum bis du côté de Solana. À voir. Pour l'instant, c'est trop difficile de spéculer là-dessus parce que bah il y a plein de choses qui vont être développées, peut-être que bah, Solana va avoir aussi tout son écosystème comme Ethereum. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour. On commence par Curve Finance qui s'est fait hacker son compte Twitter. Alors il y a tellement de protocoles qui se font hacker leur compte Twitter, j'avais l'impression que Curve Finance c'était pas la première fois. A priori si, ils le disent en réponse ici et j'ai essayé de vérifier. Il y a déjà eu un hack sur le protocole Curve, mais pas sur leur compte Twitter. Bon, plus de peur que de mal. J'avais même pas fait attention à ce qui s'était passé au moment où ils se sont fait hacker, mais voilà, encore une fois, plus de peur que de mal. Cette expression, elle tombe très bien aussi pour ce qui s'est passé sur Solana le mois dernier. Solana a discrètement corrigé une faille Zero Day. De toute façon, ils vont pas le crier sur les toits, hein, qu'il y a une faille Zero Day qui a été découverte, et vaut mieux attendre un petit peu d'être sûr que la faille a bien été corrigée. Une faille Zero Day, c'est une faille qui est là depuis longtemps sur un protocole. Généralement, bah, comme le dit l'intitulé, Zero Day, c'est depuis le début. Donc c'est une faille qui aurait permis de créer ou de voler des tokens sans autorisation.
ce qui est pas terrible, hein, on est d'accord. La vulnérabilité signalée le 16 avril a été corrigée par les équipes Danza, Firedancer et Jito. Voilà, des noms qu'on connaît bien si on s'intéresse un minimum à l'écosystème de Solana. Comme d'habitude, plus de peur que de mal, mais quand même là c'est pas une petite faille minime de rien du tout, hein. C'est quand même une faille bien vénère, hein. Ça aurait littéralement pu permettre de détruire un petit peu l'écosystème de Solana. Du côté d'Etherlink, toute petite blockchain dont j'ai fait un quadbo sur la DeFi, il y a eu quelques problèmes sur cet écosystème. Leur node a été down, donc ne fonctionnait pas pendant quelques heures. Du côté de Rabi, si vous utilisez Rabi, il y a de grandes chances que vos transactions ne passent pas sur Etherlink. J'ai pas réessayé, peut-être que ça va un petit peu mieux maintenant. On peut soit passer sur MetaMask ou soit changer le RPC manuellement sur Rabi et ça fait le taf. Les transactions passent en général. Mais bon, c'est un petit peu chiant de devoir bidouiller pour que les transactions passent correctement. Donc ouais, ça me fait perdre un petit peu, enfin, c'est pas non plus un écosystème que j'estimais, hein. Il y a que des forks de protocoles dessus, c'est une blockchain, je sais pas si c'est une blockchain en kit, mais ça y ressemble, donc j'avais pas trop d'estime, et j'avoue que ouais, je pense pas rester jusque fin juin sur Etherlink. Je vais peut-être rester le mois de mai, et on verra bien comment ça évoluera. Après, ce genre d'incident, si ça peut permettre d'avoir moins de concurrence et de me laisser plus de récompenses, je dis pas non, mais c'est vrai que ça la fout un peu mal et ça fait perdre un petit peu confiance, ce genre d'incident. Je leur laisse encore le bénéfice du doute. Ensuite, du côté des publicités sur Google, hein, faites attention quand vous tapez le nom d'un protocole. Chaque fois qu'il y a une nouvelle petite hype, j'ai bien choisi le mot, parce que là en ce moment c'est autour des protocoles sur l'écosystème d'HyperEVM. Chaque fois qu'il y a une petite hype, il y a des petits malins qui vont faire des faux protocoles, des copies de faux protocoles, et qui vont rajouter, j'allais dire rajouter du phishing, non, ça se rajoute pas du phishing, mais justement, ces faux sites sont du phishing, voilà, ils ressemblent au vrai site, et dès que vous les lancez, ça va lancer une transaction qui peut drainer votre portefeuille si vous l'acceptez, donc faites attention, il y a plein d'outils pour prévenir de ce genre de problème, des bloqueurs de publicité, hein, c'est tout con, mais les bloqueurs de publicité, ça peut aider, un portefeuille comme Rabi, une extension comme Scam Sniffer, Pocket Universe qui simule vos transactions, et qui vont bloquer aussi pas mal de faux sites. Bref, les outils ne manquent pas, c'est le minimum syndical, j'ai envie de vous dire, d'installer tout ça. Et on a même des navigateurs comme Brave qui ont un bloqueur de pub installé de base. Et c'est vrai que quand on n'utilise pas Google directement, on peut ne pas avoir ces liens sponsorisés, mais pour utiliser un petit peu DuckDuckGo, quand vous cherchez des noms de protocoles sur DuckDuckGo, parfois il y a des sites de phishing qui sont mieux référencés que les protocoles, donc c'est encore pire parce que c'est même pas des liens sponsorisés, donc naturellement ils sont au-dessus des faux sites. Je sais même pas comment c'est possible, mais bon, c'est un petit peu embêtant. Un rapport de Scam Sniffer sur le mois d'avril 2025 autour du phishing, ça tombe bien, on en parlait, 5 millions de dollars de pertes, un petit peu en augmentation par rapport au mois de mars, mais bon, ça reste encore ok par rapport à 2024, où là le phishing était vraiment à son prime. Ensuite, pas d'autres mauvaises nouvelles du jour, ou en tout cas pas d'autres trucs qui soient passés sous mon radar. On enchaîne avec les levées de fonds. On commence par Boop.fun. C'est bien ce que vous pensez, hein, au nom, c'est une plateforme, une énième plateforme, je dirais même, de Memecoin. On a TeFi, une plateforme de management d'assets DeFi. Je vois pas mal de projets tagués comme ça sur Crypto Fundraising. Ça m'a l'air d'être une formulation pour regrouper plein de trucs. Bon, après quand on regarde la description de TeFi, voilà, ça nous dit juste que ça permet d'accéder à des stratégies complexes plus facilement. On a Gata, une plateforme d'infrastructure pour de l'intelligence artificielle décentralisée, blablabla. C'est la narrative du moment. On a Easy Labs notamment qui a investi dessus. Pour rappel, hein, si jamais il y en a qui ont raté les épisodes, Easy Labs c'est Binance Labs, voilà. Ils ont changé de nom pour, je sais pas, être plus crédibles s'ils investissent en dehors de la crypto probablement. On a DogeOS qui a levé évidemment 6,9 millions de dollars. Ah, ça aurait été, c'est pas un hasard, hein, le chiffre de 6,9 millions. Hein, on est sur l'écosystème de Dogecoin, donc faut bien des sommes un petit peu rigolotes. Et DogeOS, ça a l'air d'être, alors c'est pas écrit Layer 2 sur leur description ou quoi que ce soit, mais
la manière dont c'est vendu, ça me fait penser à un layer 2 de Dogecoin, mais bon, hein, que ce soit une sidechain, un layer machin, un layer 2, on s'en fout, c'est un écosystème, enfin une blockchain dans l'écosystème de Dogecoin qui a levé 6,9 millions de dollars. C'est pas la première, ce sera probablement pas la dernière, mais on a Dogechain, je crois, on a quelques trucs sur l'écosystème de Dogecoin, mais ça a jamais pris ces projets-là. Et on termine par Centaura, encore une plateforme de management d'assets DeFi, très générique comme description. Ils ont levé 25 millions de dollars, et on va vite fait en reparler quand on sera sur la minute DeFi. Allez, comme d'habitude, on enchaîne avec la minute DeFi. Quelques actualités de DeFi qui ne durent jamais une minute. Voilà, à chaque fois je change la description de ce passage de la vidéo. On commence par le WBTC, le Wrapped Bitcoin, qui débarque sur Solana. Je m'attendais pas particulièrement à ça, et mine de rien, il y a eu pas mal de FUD sur le WBTC quand Justinson a plus ou moins pris la main, plus ou moins pris le contrôle sur ce token, on va dire, mais je trouve que ça va que dans le bon sens depuis. On peut le bridger plus facilement qu'avant, ils se sont déployés sur quelques écosystèmes, maintenant ils se déploient sur Solana. Voilà, je suis désolé, je faisais même partie des gens qui avaient fait un petit peu de FUD au début, mais force est de constater que ça avance dans le bon sens pour WBTC. On a l'USDE d'Ethena qui fait son arrivée sur Hyperliquid et forcément sur HyperEVM aussi. Hâte de voir ce qu'on va pouvoir en faire, est-ce qu'il y aura des pools de liquidité sympathiques, est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'USDE sur Hyperliquid pour trader, pour le mettre en collatéral. J'ai pas l'impression que ce soit encore faisable, j'ai pas été vérifié, mais bon. A priori, ce sera probablement dans les tuyaux. On a MetaMask qui rajoute quelque chose d'assez particulier sur leur carte de débit. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, il y a une carte MetaMask, c'est pas nouveau sur la DeFi, Etherfi, ils en ont une. Il y a Sui qui en a lancé une il y a pas longtemps, en partenariat avec Multiverse X, ça c'était quelque chose. Et ben là, j'aime beaucoup ce qui a été ajouté sur la carte de MetaMask. Bon, je l'ai pas pour essayer, mais on peut mettre de l'USDC déposé sur AAV sur sa carte MetaMask. Donc ça veut dire que littéralement l'argent qui est sur la carte génère des intérêts. Et je trouve ça cool. Alors c'est pas un rendement de fou furieux, hein, mais quand même, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, j'ai pas creusé plus la news, je suppose que c'est de l'USDC sur AAV Ethereum. Donc je sais pas si c'est optimal au niveau des frais, mais bon, j'ai trouvé la news assez intéressante. En parlant de stablecoin, on a une nouvelle version de l'USDT, ça s'appelle OpenUSDT et c'est sur l'écosystème de la OP Superchain, voilà la Superchain d'Optimism. Donc on retrouve cet OpenUSDT sur Base, sur Fractal, sur Lisk, sur Mod, sur Optimism, sur Sonium et sur Unichain. Alors je sais que sur Base il y avait déjà l'USDT, sur Fractal aussi il y avait déjà l'USDT, sur Optimism évidemment, donc je sais pas si c'est une nouvelle version de l'USDT ou s'ils l'ont renommé, un petit peu comme sur Arbitrum et compagnie où il y avait déjà l'USDT et maintenant c'est devenu l'USDT 0 un petit peu partout. Là je sais pas, j'ai pas vérifié sur Optimism s'il y avait deux versions de l'USDT, j'ai l'impression que c'est ça, mais ce serait un peu con. Je vois pas pourquoi je vois pas ce qu'ils gagnent comme intérêt à faire cette nouvelle version de l'USDT alors qu'ils sont en train de mettre à fond en avant leur USDT 0 sur tous leurs écosystèmes. D'où ça sort cet OpenUSDT, je sais pas. D'ailleurs, je remercie Notebot qui m'avait partagé la news et bon, a priori ils essayent d'incentiver un petit peu sur Base, sur Optimism et compagnie. Il y a des pools de liquidité sympathiques autour de ce stablecoin. À voir si ça va durer. Il me semble qu'il y a un truc sympathique sur Aerodrome. Tant que le yield est sympathique, pourquoi pas, mais je comprends pas en fait cet OpenUSDT. Je vois pas l'intérêt. Pourquoi pas avoir fait l'USDT 0 comme partout et avoir fait un USDT pour la Superchain? Je sais pas, mon cerveau il a fait une erreur 404 quand il a vu ça, j'ai pas compris. Ensuite, on a Lombard qui lance un nouveau Vault, et si vous avez bien suivi les levées de fonds, ça devrait vous parler, ça s'appelle le Centaura DeFi Vault, voilà, en partenariat avec Centaura, donc bon, peut-être qu'il y aura quelque chose à farmer chez eux, des points où j'en sais rien. Je suis pas hyper convaincu par les vaults en général sur Lombard, il y en a beaucoup qui permettent de générer des points et compagnie. A priori, là ce serait un vault qui va générer du rendement, du vrai rendement. Je suppose que ça va être avec des stratégies de delta neutre ou je
ne sais quoi, ça fonctionne assez bien sur du BTC, sur ce genre de choses, donc ok, je demande à voir si on peut déposer du Bitcoin sur un vault et générer du rendement. C'est pas si mal parce que ce genre de stratégie, c'est le commun des mortels. En général, ils ont pas trop accès à ça. Ça permet de donner accès un petit peu au commun des mortels à des stratégies un petit peu institutionnelles, pardon. Je trouve ça cool quand même sur le papier. On va parler un petit peu de Pendle, il y a plusieurs trucs à dire. Il y a une nouvelle pool avec un stablecoin, le SYUSD, c'est le stablecoin d'Aegis. Aegis, on s'en fout. A priori, c'est un stablecoin backé par du Bitcoin. Je suppose que ça doit générer du yield, probablement avec du delta neutre ou je ne sais quoi. Qui dit nouveau marché sur Pendle dit probablement nouvelle stratégie, nouveau rendement croustillant, peut-être moyen d'accumuler quelques points sur un protocole. Bon, je suis jamais hyper friand de points. S'il y a du yield sympathique et que je peux avoir des points en plus, je dis jamais non. Mais s'il y a du yield sympathique, c'est déjà pas mal. J'ai pas été voir en détail le marché, mais en général, c'est plutôt cool. Tous les nouveaux stablecoins comme ça qui se lancent sur Pendle, il y a des rendements sympathiques à aller chercher. On a d'ailleurs, en parlant de Pendle, on a les principales tokens autour d'Ethena qui commencent à être listés sur AAV. Donc en collatéral sur AAV, on peut mettre des principal tokens, comment on pourrait traduire ça, comment on pourrait transposer ça facilement pour le commun des mortels. Je saurais même pas trop le dire en quelques mots. Enfin bref, on peut déposer des actifs de Pendle, donc c'est des actifs, on va dire, spéculatifs qui permettent de générer du rendement. On peut mettre ça en collatéral sur AAV, emprunter des stablecoins et les gens s'en servent pour venir faire des boucles. L'avantage de le faire sur AAV, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités sur AAV et ça marche super bien. Il l'avait déjà fait sur le EUSDE, sur le principal token de l'EUSDE. Direct en quelques jours, il y a eu des centaines de millions de déposés. Je crois que ça atteint le maximum. Et ben là, rebelote. Il y a un nouveau collatéral qui a été ajouté sur AAV, c'est le principal token du SUSDE qui mature en juillet 2025 et en quelques secondes il y avait un plafond de 100 millions de principal token, enfin de 85 millions, ça a été déposé quasi instantanément. Je crois que le plafond est un petit peu remonté depuis et fun fact, il y a une adresse qui a cannibalisé quasiment toutes les liquidités possibles sur ce principal token autour du SUSDE. Il y a une baleine qui a ouvert une boucle avec ce principal token. Je pense que elle a dû utiliser un bot ou quelque chose pour faire un flash loan pour ouvrir sa position le plus rapidement possible, mais c'est complètement fou. Elle dépose les principal tokens en collatéral, elle emprunte un maximum de stablecoin et voilà, elle vient faire la boucle, elle les reconvertit en principal token, elle les redépose. Et le délire du flash loan et compagnie, c'est juste pour automatiser le truc et ouvrir tous les emprunts d'un coup en une seule transaction. Ça reste quand même des outils qui sont pas hyper accessibles. À part Contango, on peut le faire sur Contango ça, mais ce serait tagué comme Contango et pas AAV sur D-Bank. En tout cas, je trouve ça fou qu'il y ait autant de baleines qui s'intéressent à ça, de foutre les collatéraux de Pendle sur AAV pour emprunter. Ça marche super bien et pour le coup, ça marche très bien dans les deux sens. Cette boucle avec le principal token sur AAV, elle donne en théorie à cette baleine 70% APR. Voilà, 70% APR sur des protocoles qui sont plutôt solides, AAV et Pendle, des stablecoins qui sont plutôt solides aussi, hein. Dans l'équation, il y a de l'USDE, il y a de l'USDC, il y a de l'USDT. Alors oui, on rajoute quand même pas mal de briques, mais c'est peut-être les meilleures briques qu'on peut retrouver sur la DeFi en ce moment. 70% c'est pas mal. Un petit détail, c'est que là cette baleine elle a un X factor de 1,02. C'est quand même plutôt risqué. Après, à tous les coups, le prix d'Oracle de ces principal tokens doit être codé à la main, donc en théorie, je pense que les baleines, que les gens qui empruntent par-dessus des principal tokens ne peuvent pas vraiment se faire liquider. Parce que l'oracle est probablement codé à la main, mais dans un cas où quelqu'un se fait liquider, je me demande comment ça marche. Je sais que les principal tokens, il y a pas mal de liquidité dessus, mais c'est pas non plus infini, donc si peut-être une trop grosse quantité des principal tokens
est déposé sur AAV, est-ce que ça va pas poser un problème s'il y a des liquidations? Je sais pas trop. Un petit mot, ça je pense que je vais le couper pour YouTube parce que c'est pas très intéressant de le passer dans les news, mais un petit mot parce que j'aime bien parler de temps en temps de ce que je fais en dehors de la chaîne crypto. J'ai fait un format un peu podcast où je parle des jeux vidéo auxquels j'ai joué sur le mois d'avril, et même si par rapport à mes autres vidéos sur ma chaîne de gaming, la vidéo a clairement bidé, moi je suis content des résultats qu'elle a fait parce que je m'attendais vraiment à ce que ça bide. C'est un contenu que j'ai pas l'habitude de faire, qui est long en plus, la vidéo elle dure 1 heure, c'est un podcast. C'est quand on fait quelque chose qui est pas habituel sur une chaîne YouTube, les gens vont pas regarder. Donc j'étais surpris que la vidéo fasse quasiment 100 vues. Bon, le taux de rétention est dégueulasse, hein, y a personne qui va jusqu'au bout, mais c'est probablement un des trucs que j'ai pris le plus de plaisir à faire depuis un bon moment sur YouTube. Donc voilà, j'étais content de ça, j'avais envie de le partager. C'est sûr, le mois prochain, je le referai et on verra hein, combien de temps ça va durer, mais j'ai énormément aimé faire ce format, parce que voilà, je suis un gros joueur aussi à côté, hein. J'ai pas toujours la tête dans les protocoles de DeFi. On enchaîne avec un point airdrop un peu spécial, parce qu'il va y avoir une grosse, un gros focus autour de Berachain. Alors c'est pas vraiment un airdrop techniquement, c'est plus des récompenses de farming, de blocage de liquidité. Mais c'est pas grave, on va caler ça dans le point airdrop. Donc Boyco, c'est fini. Ah, on peut enfin récupérer ses liquidités. Bon, dans certains cas, c'est pas récupérable tout de suite. Typiquement, le Vault de Lombard, on peut enclencher le retrait, mais ensuite il faut attendre 3 jours pour que les liquidités soient reçues. Sur Boyco directement. Boyco, je rappelle que c'est comme Dolomite. C'est le protocole Royco, sauf qu'ils aiment bien mettre des B sur Berachain, donc c'est devenu Boyco. Donc Royco, le protocole Royco, il y avait des vaults bien particuliers dessus. On peut récupérer ses intérêts, et Berachain, ils ont fait un post pour partager ça. Jusque-là, rien de très particulier, hein. Mais il y a un détail que j'ai trouvé bizarre sur le screenshot, je sais pas pourquoi, mais il y a une quantité de tokens Bera qui... ils ont pris une adresse et il y a 12 000 tokens Bera qui ont été accumulés par cette adresse. Alors déjà, faut avoir déposé un maximum de thunes, je pense qu'on parle en millions de dollars, pour avoir accumulé 12 000 Bera sur Boyco. C'était vraiment les intérêts, les rendements, les APR, dites ce que vous voulez, c'était ridicule. Boyco, c'était vraiment pas intéressant à farmer, et je vais vous donner un bon exemple après. Mais ce que je trouve bizarre sur ce screenshot, c'est que la valeur de ces 12 000 tokens Bera, c'est 24 000 dollars. Sauf qu'à aucun moment, là j'ai Hyperliquid sous la main, évidemment, le graphique veut pas charger, donc on va espérer qu'il charge, mais à aucun moment le token Bera est allé à 2 dollars a priori. Donc je sais pas pourquoi sur ce screenshot ces 12 000 Bera valent 24 000 dollars. Curieux, est-ce que c'est pas prémonitoire un petit peu de la part de Berachain? Ah, je dis ça, je dis rien. Et d'ailleurs, Boyco, c'était un petit peu ridicule ce que j'ai pu récupérer dessus, parce que j'avais déposé du LBTC justement de Lombard. À côté, hein, j'en avais parlé publiquement, j'ai shorté Bera et forcé de constater que c'était plutôt une bonne chose à faire, vu que j'ai gagné, pour l'instant, si je sors tout de suite, si je coupe mon trade, je récupère 140 dollars, enfin moins les 13 dollars de funding, donc les grosso merdo, je récupère 120 dollars, ce qui est beaucoup plus que ce que j'ai farmé sur Boyco. Alors que là, j'ai bloqué beaucoup moins de liquidités sur Hyperliquid. Un petit exemple, pour revenir au sujet de Berachain, on a le compte Atoms Research qui aurait bloqué 50 000 dollars en Ethereum. J'ai pas la preuve on-chain, mais ça a l'air cohérent hein, quand on voit les chiffres qui sont affichés. Donc il aurait bloqué 50 000 dollars d'Ethereum sur Stakestone pendant 4 mois, parce que Boyco, enfin le protocole Royco, quand il a été lancé, c'était 90 jours de blocage, mais avant ça, il y a eu tous les vaults de Stakestone, Etherfi, Lombard et compagnie, et du coup, c'était un blocage encore plus long. Voilà, 4 mois de blocage. Ces 50 000 dollars d'Ethereum valent maintenant 26 000 dollars. Bon, après, en Ether, hein, la valeur a pas bougé, hein, c'est toujours pareil, peut-être même un petit peu plus grâce aux intérêts du staking, plus des récompenses massives, 106 tokens Bera. Au cours actuel, ça fait à peine 300 dollars. 300 dollars d'intérêt sur 50 000 déposés qui sont devenus 26 000, donc même sur 26 000 dollars d'intérêt en fait, 26 000 dollars tout court pardon, ça fait 1% d'intérêt. 1% sur 4 mois, c'est ridicule. Du côté de Lombard, le Vault est géré par Concrete. Alors,
a priori les tokens Bera ont été réclamés. Voilà, merci Concrete, c'est sympa. Ils vont probablement donner les récompenses incessamment sous peu, on verra bien. Est-ce qu'ils ont repartagé une news depuis ce tweet? J'ai pas l'impression, donc on sait pas trop ce qu'ils foutent avec les Bera. Ils les ont réclamés, mais ils sont toujours pas distribués, sont toujours pas récupérables, donc voilà. On commence à avoir l'habitude avec les protocoles de DeFi, c'est de plus en plus commun qu'ils respectent pas les dates qu'ils nous donnent, qu'ils ne respectent pas les heures qu'ils nous donnent, qu'on ait des problèmes à réclamer ou quoi que ce soit. Bon, malheureusement c'est de plus en plus commun sur la DeFi ce genre de choses. Typiquement quand il y a un airdrop qui est prévu pour tel jour à telle heure, ça arrive jamais tel jour à telle heure, c'est toujours toujours en retard en ce moment. Bon, j'abuse quand je dis toujours, il y en a qui sont dans les temps, mais on en voit de plus en plus de projets qui sont pas hyper sérieux, on va dire. Et voilà, du côté de Berachain, bah, c'est un peu tous les vaults en fait qui ont permis les déblocages en retard. Ça s'est plutôt bien passé a priori pour ceux qui ont farmé sur Solve Protocol. Les intérêts ont été envoyés, airdroppés directement au wallet éligible. Donc bah, si vous avez farmé autour du solvebtc.bera, vous avez déjà les récompenses sur votre portefeuille. On peut unstaker, on peut retirer, on peut unstaker ces solvebtc.bera sur Solve. Voilà. Pour le coup, même si il y avait des petites carabistouilles entre Binance et Solve il y a pas si longtemps, et c'est probablement encore d'actualité, eh ben ils sont quand même un petit peu carrés, hein. Quand il y a des déblocages, ils sont pas 3 heures en retard. Quand il y a des trucs à airdropper, ils les airdroppent. Ça va, ça se passe plutôt bien. Etherfi, pareil, je vous mettrai tous les liens pour ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui sont sur Twitch, débrouillez-vous. Mais Etherfi, c'est pareil. Je crois que si on va sur l'application, je vais essayer de vérifier ça en direct pendant la vidéo. Je crois qu'il n'y a même pas encore le bouton withdraw, je crois qu'on peut même pas encore retirer ses liquidités sur Etherfi, c'est encore mieux. Alors je vais essayer de connecter mon Rabi Wallet. J'ai rien de déposé sur ce portefeuille. Ah, magie, le bouton withdraw existe maintenant, on peut retirer les liquidités. Et c'est comme sur Lombard, c'est comme sur le Vault de Concrete. C'est bloqué pendant 72 heures, enfin il y a une deadline de 72 heures, ça veut dire qu'il faut attendre au maximum, ça peut prendre jusqu'à 3 jours pour s'effectuer comme retrait. J'ai plus rien d'autre à dire sur Berachain, il y a d'autres protocoles encore, il y a Stakestone et compagnie. Bon, si vous avez fait des carabistouilles autour de ces vaults sur Berachain, va falloir aller voir sur chaque protocole individuellement, ils ont pas tout regroupé, ils ont regroupé toutes les dates de fin. Elles ont toutes été normalisées au même moment, mais ils n'ont pas regroupé tous les intérêts. On enchaîne avec une petite news autour d'un airdrop sur Aptos. J'étais complètement passé à côté de ça mi-avril, mais Meso Finance, ils ont annoncé l'arrivée de leur token le 16 avril quand même. Hein. Ça remonte un petit peu, quasiment un mois, mais vous en faites pas, c'est encore fini. Il y a même encore un petit peu de temps pour farmer des points. Il y a jusqu'au 16 mai. La campagne de points se termine le 16 mai 2025. J'ai un peu utilisé Meso Finance. Je pense pas le réutiliser pour être honnête. Ouais, pour l'instant, on peut avoir des intérêts plus ou moins sympathiques sur des stablecoins. Il n'y a pas beaucoup de liquidité sur le ZUSDC, mais l'APR est pas mal pour l'instant. On peut déposer de l'apto-staker. Ouais. Les stablecoins coûtent pas si cher. Oh, s'ils coûtent 7% emprunté quand même, c'est un peu cher. Donc je sais pas trop, je saurais pas trop ce qu'il y a à faire comme stratégie sympathique. Si vous avez des stablecoins qui traînent sur Aptos, pourquoi pas, mais sinon, voilà, passez votre chemin. On va terminer avec le mème du jour, alors là c'est littéralement un meme coin, j'ai pas trouvé de blagues ou de trucs marrants ces derniers jours pour faire un mème, mais c'est pas grave. L'airdrop meme coin du jour sur la Binance Smart Chain, si vous avez de l'activité sur l'ABSC, Solana et Ethereum, ben allez connecter vos wallets pour voir si vous êtes éligible. Par contre, c'est un meme coin qui vaut que dalle, attendez-vous à réclamer des miettes. Mais bon, j'ai vu ça passer, hein, ça se prend toujours des petits tokens qui peuvent traîner, ça s'appelle Jaeger. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont sur YouTube. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.